RDS et Balcon présente le petit paquet. Pour juste crier. En compagnie de Stéphane Morneau et de Mathieu Poulain qui est tête. Merci. J'essaie d'être aussi creepy que les petites marionnettes de Bray Wyatt qu'on s'est mis à voir dans les segments backstage durant la semaine. Il fallait être attentif. Oui, il fallait être attentif, mais on a vu Abby, on a vu Mercy. On les a tous Puis vus, je à pense, le SmackDown, cochon. l'écureuil bizarre. Ah, il bon, tout le temps tu vois, son moi, je nom. l'avais pas Le Rambling Rabbit, Ouais, c'est ça? lui, Ouais, le c'est ça. Rambling Puis on Rabbit. n'a pas eu de segment du Funhouse. Fait que Non. là, tu sais, on peut s'attendre à ce que... Ils sont sortis du Funhouse. C'est peut-être là. C'est peut-être là, Bray, Ben, le pas Fiend. encore là, Ben, mais je veux dire, mais on se rapproche. là, comme C'est ça. là. Là. Puis personne va le voir. C'est ça. Parce qu'il n'y a plus personne qui regarde. Là. Je ne sais pas si c'était vraiment aléatoire aussi, les segments dans lesquels ces marionnettes-là sont apparues aussi. On peut voir, mettons, il y avait The Miz, Daniel Bryan. Est-ce qu'on annonce Kofi. déjà les futures rivalités de Bray peut-être. Wyatt? On verra bien. Mais en même temps, c'est vrai, il y avait aussi Sonya Deville. Je suis pas sûr que Bray Wyatt et Sonya Deville, ça va faire une feud historique, disons. Ben, ça pourrait être intéressant. Il va peut-être la manger. Il va peut-être la manger. C'est beau. Avant qu'on revienne justement sur WWE, sur les très basses cotes d'écoute, disons, des derniers jours, la grosse nouvelle, là, ces derniers temps, c'est on est en mode guerre là, sur Twitter. C'est assez funny des fois à suivre tout ça. T'as Seth Rollins qui a comme décidé, je pense qu'il était tanné avec les entrevues de John Moxley, avec les commentaires de Jericho. Il a décidé qu'il était comme tanné que là, son employeur se fasse bâcher. Puis là, il est comme parti de l'avant pour défendre la WWE en disant que c'était le meilleur produit de lutte, en disant que c'était qu'il était le meilleur au monde. Ça, on peut pas lui en vouloir quand même. En Non. tant que champion principal de la compagnie présentement, de se faire le porte-parole pour essayer de redorer le blason de son employeur. Jusque-là, ça va. Même si on a le droit de pas être d'accord avec le fait que la WWE Non. offre la meilleure lutte, mais le fait qu'il prenne les devants pour dire ça, j'ai pas de problème avec ça. Sauf que c'est dur de trouver ça particulièrement crédible quand tu dis Stomping Ground, c'est le meilleur show de lutte, mettons, je ne sais plus comment il l'a dit, là, mais Du dernier de 12 heures. whatever. Puis qu'en même temps, on a des headlines qui disent le push de Baron Corbin, c'est probablement parce que Vince trouve qu'il est beau bonhomme. Fait que c'est difficile ils nous rendent ça difficile de les défendre des fois. Puis surtout qu'il s'est mis à ensuite s'en prendre un peu personnellement à d'autres lutteurs, notamment Will Ospreay. Will Ospreay C'est là que ça s'en a est mêlé dégénéré. parce que Will Ospreay a comme levé la main quand il a dit Nomme-moi quelqu'un qui est meilleur c'est que ça. moi. C'est genre, comme c'est moi, je suis vivant. Là. Allô? Fait que là, ouais, Seth Rollins l'a traité de little guy quand ça. il y a genre 10 livres de plus. Et d'ailleurs, Will Ospreay, qui quand même sauté sur l'occasion pour essayer de faire de l'argent un petit peu, a sorti 2 nouveaux t-shirts, Ouais, ouais. je pense ce matin. Little freaking guy, puis genre Burn Twitter down, donc des clins d'œil assez évidents à Seth Rollins. Mais en bout de ligne, c'est Will Ospreay qui va faire de l'argent sur ces t-shirts-là. Je suis pas sûr qu'il va en vendre une énorme quantité, mais quand même, bien vu de sa part. Ouais, puis c'est ça qui arrive aussi que Seth Rollins, malgré tout, même si c'est lui qui a le plus gros parleur, il est un peu à armes inégales parce que lui peut pas dire ce qu'il veut. C'est ça. Versus les gars de la scène indépendante qui peuvent prendre ça, rebondir avec, comme v'là une couple d'années, les Young Bucks avaient sauté sur le cease and desist pour juste, C'est ça. on va faire de l'argent Le avec ça. one Nous autres, sweet, là. on va se gâter. Fait que Rollins a comme une ligne qu'il peut pas franchir, tandis que tous les autres peuvent aller casser du sucre sur son dos. Puis c'est que, tu sais, comme tu disais, le fond de ce qu'il dit est tout à fait défendable. C'est quand après ça, il se met à attaquer Ben ouais. le monde en dessous comme étant, tu sais, vous êtes rien. Tu sais, c'est là qu'à un moment donné, ça devient un peu condescendant quand t'es justement le champion universel. Tu sais, t'es pas supposé avoir à t'abaisser à ça quand tu c'est crois ça. que t'es le plus grand champion au monde. là. C'est l'inverse, il faut que tu invites les gens à stepper up puis à venir. C'est ça. Un peu comme l'a fait Cody en réponse à tout ça. Tu sais, dans le fond, tu as Will Ospreay puis Seth Rollins qui s'assinent d'un bord puis de l'autre. Les gens demandent à Cody d'intervenir, puis sa réponse, c'est je me suis déjà battu contre les deux. C'est 2 excellents lutteurs de cloche à cloche. J'ai rien d'autre à dire. Tu sais. Donc, il reste classique. Tu sais, je pense que c'est ça la posture qu'aurait dû avoir non, Seth c'est ça. Rollins. Puis ce qui va, c'est qu'on sent un peu la WWE en mode défensif. Ouais. C'est pas tout à fait une guerre encore ouverte, mais on commence à sentir que
Il y a des petites tensions, puis on la regarde, la compétition. Là. Parce que là, justement, tu m'amènes au deuxième point. La WWE ont annoncé qu'ils allaient streamer le 13 juillet l'événement de Evolve. On sait que Evolve, c'est une petite compagnie indépendante aux États-Unis avec qui ils ont une très bonne working relation, qu'on voit souvent les lutteurs de la I aller headliner un peu là-bas. C'est comme le club école de NXT, quasiment. Là. Si on veut. C'est dans les... C'est plus un ami. Tu sais, Gabe Sapolsky est comme friendly avec cette gang-là, puis il se prête des talents. Même chose avec Progress en Grande-Bretagne. Puis là, tu sais, sur le coup, notre réaction, c'est comme, oh, cool, on stream Evolve sur le network, ça, c'est le fun. On sait qu'il y a quelques lutteurs de la WWE déjà annoncés sur le show. Ça aussi, c'est cool. Puis là, on se rend compte, il y a un petit peu, là, le 13 juillet, c'est Fight for the Fallen de All Elite, qui est un show de charité. Fait que là, c'est là que le move devient un peu questionnable. Kenny Omega est sorti fort sur Twitter en blastant le move. Il a comme un peu rétracté après ça en disant j'attaque pas les workers, les boys, les fans, c'est la décision en haut qui m'agresse. Mais c'est jamais de la faute des workers. T'sais, Evolve, son spectacle était booké cette soir-là. Puis tu fais ça dans le Nord-Est, t'as aucun lien avec Fight for the Fallen à la base. Mais c'est la première fois qu'on va en streamer un. Ça tombe ce soir-là. C'est un drôle d'addon, disons. C'était quand même aussi... ça m'a fait... m'a donné un petit sourire en coin aussi, la formulation de Kenny. Je sais pas si c'est dans la première version du message, dans le deuxième, mais il dit justement, Fight for the Fallen, c'est un spectacle bénéfice pour les victimes d'armes à feu. Et il a dit c'est quand même malheureux qu'une compagnie qui accepte le blood money, en faisant référence, j'imagine, à l'Arabie Saoudite, vienne contrecarrer un peu l'exposure qu'on pourrait avoir, nous, pour essayer d'aider les gens qui sont des véritables victimes. Ce qui était quand même bien vu de sa part. C'est bien vu, puis encore là, tu sais, ça soulève un peu le point que moi, au début, comme Frank disait, c'est hey, cool, c'est une bonne nouvelle. Je l'avais pas vu, cet aspect-là. Puis là, tout de suite, ça a viré au vinaigre. J'ai fait ah ouais, on est rendu là, comme tout va être calculé. Puis All Elite aussi risque d'avoir, tu sais, ils ont pas positionné une soirée récemment là, en direct. Non, c'est un NXT Takeover qui est en même temps que All Out. Me semble, si je me trompe pas. Ouais, c'est pas quelque chose, le Takeover UK Blackpool, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Un NXT UK à Blackpool. Donc, tu sais, on est déjà dans cette atmosphère-là, puis là, ça va juste commencer à bouillonner un peu plus. Donc, on dirait que, tu sais, Frank disait, faut pas mettre ça sur le dos des workers, c'est jamais de leur faute, c'est pas eux autres qui bookent les shows. Donc là, tu te retrouves dans une espèce de guerre de clochers avec une grosse compagnie qui va peut-être commencer à tirer la couverte de son bord un peu plus. L'utilisateur va gagner au final. Tu vas voir Evolve sur le network si t'es abonné. C'est un win. Mais ça peut t'empêcher de regarder Fight for the Fallen. Fight for the Fallen. Non, on va écouter t'écoutes Fight for the Fallen live, puis après ça, on stream le show d'Evolve sur le network. C'est exactement ce que j'allais dire. À moins qu'il fasse le tour de passe-passe de ne pas le mettre en on-demand après. Ça arrive à peu près jamais. Il n'y a rien de ce qu'ils font qui se ramasse pas là. Serais-tu surpris? Non. Parce que ça a déjà été vu du côté de Evolve quand il invitait des talents NXT parce qu'il n'y avait pas les droits de reprise, fait qu'il était juste live, that's it. Est-ce qu'ils vont garder cette mauvaise habitude-là? Qu'on avait voulu regarder par après, puis c'était comme non, il enlevait le combat dans le rerun. Donc là, est-ce que c'est un nouveau terrain? Ouais, puis d'avance, ça peut être le vendredi soir. Comme pour dire, hey, si vous voulez le voir, c'est samedi live, that's it. Je serais zéro surpris. Ça serait plate, mais je serais zéro surpris. On a du côté d'All Elite, on a copyrighté Wednesday Night Dynamite. Fait que là, il y a des bonnes chances que le show TV soit le mercredi. S'il y a un copyright de passer pour ça, je pense pas que ça va être juste pour faire jaser le monde. Peut-être. Ça, on entendait que le mercredi était sérieusement considéré comme. Il regardait le mardi et le mercredi, c'est ça. Puis Dynamite. Ça sonne. C'est ça. Profiterait explosion. C'est ça, explosion. Ça évoque Nitro de jadis sur TNT aussi. C'est ça, plutôt que s'en aller face à face avec un des autres shows. Puis en même temps, c'est que ça va... Là, techniquement, une fois que SmackDown va avoir changé à Fox les vendredis, on va être lundi, mercredi, vendredi. Fait qu'au moins, on n'a plus de back-to-back. On peut respirer techniquement, tu as des pay-per-view le dimanche. Fait que tu sais, c'est... Non, ça va c'est un beau trou le la mercredi. sauce, justement, c'est ça. Puis
à moins qu'ils changent leurs habitudes, là, AEW ont l'air d'aimer le samedi soir pour leur soirée. Ah, peut-être. J'adorerais qu'ils restent dans cette case horaire-là. Sérieusement, comme la ROH a toujours préconisé les vendredis. Donc, tu sais, ça pourrait être leur spot à eux, là, le samedi soir à All Elite, puis il y aurait le mercredi à la télé. Donc, tu es une compétition, oui, mais t'empêches pas le monde d'aller voir autre chose. Tu fais juste dire, hey, il y a des spots disponibles ici, je vais les prendre, venez me voir. Ce qui est, à mon avis, de la bonne business. Ouais. Tu prends un trou dans le marché au lieu d'essayer de prendre le nanan de l'autre. Alors, on va voir à long terme qu'est-ce que ça va donner, s'il y a des fidélités qui vont s'établir entre les deux clans. Là, mais moi, je pense que c'est juste du bon pour l'instant. Le samedi, c'est bien parce que quand même, je suis sûr, au volume, bien moins de gens qui travaillent le lendemain matin comparé au pay-per-view de Ils ont plus la de WWE. compétition avec la boxe et l'UFC, par contre. Là, rendu là, tu vas peut-être te perdre un petit peu les amateurs de sport de combat. Ça sera un pari intéressant à prendre aussi, là, à savoir si les gens vont défecter pour les combats de boxe. Quoique c'est souvent beaucoup plus tard. Ouais. Donc, tu pourrais te taper un All Elite qui finit à 10-11 heures, puis après ça, aller regarder, je sais pas moi, Canelo Alvarez à minuit, genre sur HBO. Là. Tu pourrais probablement négocier. Ouais, les combats main event sont jamais avant minuit quasiment. Là. Donc, c'est pas un si gros pari que ça au niveau des fans de sport de combat, mais regarde, on spécule encore. C'est très. Ben, c'est pas loin, honnêtement. On arrive au mois de juillet. C'est de moins en moins abstrait. C'est très, très là. Puis Fox, c'est très, très là aussi. Donc, la game change. Là. Tout à fait. La game change. La game Passe change. Internet Passe pour là. Internet. Dernière chose du côté des nouvelles. Là, Vince a décidé qu'il ne voulait plus que les combats continuent pendant les pauses. Parce que c'est dit, tu sais, dans le sport, il n'y a pas de sport où ça joue pendant les pauses. Fait que là, comme on n'est pas nécessairement des modèles d'originalité à la WWE, ben là, on a des 2 out of 3 falls 4 fois pendant la semaine. Ben, j'ai l'impression aussi que, étant donné que, d'après moi, cette idée-là de ne pas faire de lutte pendant les pauses, c'est pas une décision là, qui mûrit depuis très, très, très longtemps dans l'esprit des têtes dirigeantes. Là, c'est ça le lundi matin. C'est ça. Ça a probablement été pitché la journée même. Et là, on essaie de trouver des stratégies pour que ça soit fait de façon plutôt organique. Là. Je veux dire, des fois, ça roulait un petit peu carré. Mais je pense que, globalement, dans Raw et SmackDown, il y a peut-être 1 ou 2 matchs en fait, là, qui nous donnait l'impression qu'il se poursuivait durant la pause. Puis après ça, au retour, soit la cloche ressonnait, l'arbitre disait de recommencer à se battre, mais sinon, on trouvait des stratégies justement pour vraiment marquer des pauses dans les soirs du match. Puis ben, j'avoue que les deux tombés sur 3... T'sais, à court terme, comme ça, c'est une bonne stratégie pour marquer des pauses. Sauf que 2 matchs de même dans le même gala, c'est un petit peu trop. C'est une stipulation qui est supposée avoir une raison d'exister et pas juste ben c'est parce que c'est ça qu'on a besoin pour notre format. Là, tu es en train de tuer, entre guillemets, le 2 out of 3 falls. Ça veut rien dire. Ça va devenir un match normal. Ouais. Ça va devenir ça. Puis il y a aussi, on dit que les autres sports n'ont pas d'action pendant les pauses, mais les pauses bougent en fonction du temps de jeu. C'est pas l'inverse. Le jeu est pas... même le football, à la limite, qui a beaucoup de pauses, mais si une séquence offensive dure 15 minutes, ben il n'y a pas de pause pendant 15 minutes. Donc, c'est là qu'ils pourraient jouer au lieu de faire des 2-3. Et il y a l'expérience en salle aussi. Là, tu vas voir Raw en direct. Puis là, tout le long de la soirée, à chaque fois qu'il y a une pause, il n'y a plus rien qui se passe. Tu vas entendre la musique, des petits tirages, Jojo qui fait des... veux-tu un T-shirt? Donne-moi ton temps préféré. Triple H qui chante des chansons à Jimmy Fallon. C'est déjà pénible d'aller voir Raw. Puis on est en pause longtemps, en plus, pendant un Raw. Ouais, la décision est vraiment... Je comprends la logique de tout vouloir montrer, mais là, tu deviens de plus en plus un show télé plus qu'un show de lutte. Ouais, ça, c'est clair. Puis c'est peut-être pas parce que... on va en parler tantôt de Stomping Ground. Quand ils font de la lutte, c'est bon. On va en parler là. Parlons-en là. Soyons la transition. Comme on a les shows de lutte de la WWE qu'on est de moins en moins capable d'endurer, mais les soirées de lutte, autant les pay-per-view que je serais prêt à défendre qu'une soirée house show de la E, il y a du fun à avoir. Quand la lutte est là, c'est le fun. Donc, l'équation ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une quantité de talent, de toute façon, présentement, dans le roster de WWE qui est inégalé dans toute l'histoire de la compagnie. Là. Cette époque-là peut aller head-to-head avec à peu près n'importe quelle époque, n'importe quel roster. Puis pour côté talent dans le ring, là, on est probablement en avant. Là. C'est les storylines, c'est le produit télé, c'est ce qu'on nous raconte qui
qui se répètent puis qui marchent pas. Ben, c'est ça. Les émissions, en fait, qui sont consacrées à faire avancer les histoires, c'est ça qui est pénible. Mais quand on arrive à l'aboutissement, entre guillemets, des histoires, à savoir les galas pay-per-view, là, ben, encore une fois, là, je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a eu des très mauvais pay-per-view, mais tu vois, Stomping Grounds, nos attentes étaient très basses. C'est peut-être aussi une des grandes stratégies de systématiquement baisser nos attentes pour que quand finalement la lutte est bonne, on fasse comme, ben finalement, gars, je vais peut-être continuer d'écouter. Finalement, ma volonté de me désabonner, ben, peut-être que je vais repousser ça un petit peu plus loin. Ça a été ma stratégie toute ma vie pour ma vie sexuelle. Baisser les attentes comme ça, ils peuvent juste être surprises. On a vu ce que ça a donné. Je vais prendre des notes. C'est pas du très bon marketing, ça. Tu t'attends de la merde, tu vas savoir. Là, tu en as glissé un petit mot tantôt. Il y avait, les reports disent entre 1000 et 2000 personnes à Portland pour SmackDown. C'était quand même sûrement un aréna, peut-être un petit peu plus petit que le Centre Bell, on s'entend. Mais 8-10 000 places pareil. C'est ça, là, ça devait avoir l'air vide en salle. À Stomping Ground aussi. À Stomping Ground, il y avait plus de monde parce que la East est mis en mode il faut donner des billets, puis les 2 pour 1, puis tout ça. Mais on parle qu'il y avait probablement genre 4000 billets payés dans l'aréna. Il y avait plus de gens que ça parce que, comme venez au show de lutte. J'ai vu sur Reddit un gars qui se promenait dans un centre d'achat dans ce coin-là, puis il y avait quelqu'un comme « Hey, t'es-tu un fan de la WWE? » Il y avait comme un petit kiosque. Oui, comme « 15 là, 4 billets pour venir à Stomping Ground avec tes chums. » On était rendu là. C'est vraiment plate pour ceux qui ont payé genre 500$. Ben, ils ont été relocalisés pour la plupart parce que ça paraissait pas à la télé, mais tout le côté de la caméra était vide. C'est ça, ils ont mis des draps sur les sections, puis ils ont tout relocalisé les gens devant la caméra et plus bas. Donc, sur une aréna de 12 000, t'en as fermé à peu près 6. Ça paraissait un petit peu... à remplir après. Comme, ça paraissait un petit peu dans le cadrage aussi. Quand on savait qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, on remarquait que c'était cadré plus serré qu'à l'habitude. D'habitude, mettons, la caméra qui est le plus loin vis-à-vis l'écran géant, essaie justement d'embarquer un petit peu des sièges derrière la caméra dure, si on veut. La shot restait tête. C'est ça. Là, jamais dépasser la rampe. Alors, puis dans les Big Four, t'as toujours la overhead aussi qui te donne la rampe puis l'effet de grandeur. Là, c'est comme non, c'est un petit show. On reste cadré sur le ring, la rampe, le billboard, that's it. On va pas plus loin que ça. Puis je pense qu'ils l'ont échappé 1 ou 2 fois dans le show qui montrait le côté hard cam avec absolument rien. Tu avais une caméra toute seule dans le gradin. C'est comme wow, ça paraît pas très bien. Du côté du pay-per-view en tant que tel, ça a été quand même intéressant. Il y a eu de la bonne lutte. On a ouvert la soirée dans la pré-carte avec Drew Gulak qui est devenu champion Cruiserweight. T'es de mauvaise foi, c'est mérité. On l'aime, Drew Gulak. C'est un de ceux qui travaille le plus fort à 205 dans toute la division depuis quelques temps. Puis même à NXT est allé là faire quelques matchs. Je vous mets 5 gars de 205 un à côté de l'autre puis tu m'identifies même pas Drew Gulak. C'est celui qui a la meilleure gimmick aussi depuis le début. Je veux dire, c'est ça. Puis, on s'entend que le championnat des Cruiserweight va finir par avoir été dans les mains de 100% du vestiaire d'ici, d'ici quelques temps. Et vu de même, c'est un petit peu inconcevable que Drew Gulak, qui, à mon sens, même si je suis pas... C'est pas que je suis pas un fan, mais je prends pas la peine d'écouter de façon systématique, mais c'est un de ceux dans ma tête qui méritait d'être champion. Donc... En début de soirée, Becky Lynch a défendu sa ceinture contre Lacey Evans. Lacey Evans est revenu dans le main event comme le fameux guest referee de Baron Corbin, parce qu'effectivement, c'est un OK, oui, c'est vrai, Seth ne pourra pas rien faire. Sauf que là, au final, Becky vient s'en mêler, Seth retain, puis à Raw, là, on nous set pour Extreme Rules un mixed tag team où les 2 ceintures vont être en jeu. On va faire un petit dodo, je vais revenir. Va donc faire un petit dodo pour vrai, je vais parler avec Mathieu. Tu sais, je veux dire, c'est rare qu'une rivalité, surtout une rivalité entourant un championnat principal comme la ceinture universelle, va durer juste 1 mois. Tu sais, quand on a vu que l'histoire avec Baron Corbin commençait, on était en droit de s'attendre à ce que ça s'étire justement sur 2-3 mois. Puis surtout qu'il est tellement beau selon Vince qu'il faut que ça s'étire. Moi, je le vois, il faut que je me croise les jambes pour camoufler. Et puis c'est ça. Et là, le match lui-même, bon, c'était un match à gimmick.
gimmick, on s'entend avec l'arbitre. Cela dit, je pense que ce match-là a réussi à donner du hit à la fois à Lacey Evans, à la fois à Baron Corbin. Moi, même si je me suis pas arraché les cheveux, puis heureusement, je n'ai pas fait ça parce que sinon, il m'en resterait plus. Mais tu sais, j'étais quand même investi dans l'histoire, puis que ça aboutisse le mois prochain vers un match mixed tag team, chose qu'on n'a pas eu depuis quelques mois, quasiment un an, ben pourquoi pas? La stipulation est intéressante. Puis, tu sais, tant qu'à jouer, tant qu'à parler en fait du fait que Seth Rollins et Becky Lynch sont ensemble, ben aussi bien l'intégrer dans des matchs de cette manière-là. Et je trouve que c'est bien intégré parce que de la part de la WWE, on aurait pu s'attendre à ce que Becky Lynch soit la blonde de Seth Rollins, mais juste dans la formulation des commentateurs, on dit systématiquement Seth Rollins, le chum de Becky Lynch, comme si c'était lui qui l'accompagnait. Il y a vraiment une relation d'égal à égal. Puis on a pu faire des petits détails aussi, comme quand Seth s'est mis à Raw entre Lacey et Becky. Il a donné une poussée comme pas, tu te mêles pas de mes affaires. Puis là, il a fait comme wow, OK. Puis il s'est tassé comme c'est beau, je vais pas. Fait que tu sais, ça amène des petits détails intéressants. Puis moi, j'ai pas de problème. C'est correct. Regardons ça pendant un mois tant qu'on n'est pas encore là à SummerSlam. C'est ça, ce sera pas un match on va être majeur, encore là à SummerSlam. Tu penses? Ben, écoute. Ça fait depuis fin avril qu'ils sont là-dessus, puis là, c'est pas une conclusion, là, c'est on va continuer de vous l'enfoncer dans la gorge. Là. Mais il disait pas que c'était un last chance. Il va y avoir d'autres choses. Ouais. Vierge. Ouais. Combien de retraites a pris l'Undertaker? Ouais, mais pas le mois d'après tout de suite. Là, je veux dire, là, la stipulation, c'est si justement c'est Seth et Becky qui gagnent, ce qui risque d'être le cas, d'après moi. Oui. Ben là, ils peuvent plus jamais de la vie se rebattre ensemble. On s'entend que dans un an, leurs chemins vont se recroiser, mais le mois d'après déjà, tu sais. Je sais que la WWE, visiblement, prend plaisir à rire de ses fans parce qu'on se sent offusqué de façon assez récurrente. Cela dit, je pense pas qu'on ira là, surtout si c'est pour SummerSlam. Je pense que Seth va avoir un affrontement plus prestigieux que ça. Ouais, mais d'un autre côté, tu arrives à SummerSlam, tu n'as absolument rien sur la table pour Seth Rollins. Ouais, mais ça les dérange. Ils vont commencer, effectivement, ça peut être quelque chose de ce genre-là. Parce que tu le sais qu'à cette heure, ils voient plus. C'est la même chose avec Mania. Ils ne voient plus nécessairement ces deux gros shows-là comme la fin d'une saison. On a vu des rivalités pour SummerSlam dans les dernières années, puis comme partir 3 semaines avant, puis que c'est après SummerSlam qu'on a le rematch, puis le 3e, puis le 4e. Ouais, yes, fait que, tu sais, moi, je suis assez confiant que ça, c'est la fin de cette histoire-là entre Baron Corbin. Puis si c'est ça, tant mieux. Puis Lacey Evans aussi, sortez-moi là. C'est ça, je sais que t'es dur un peu à l'endroit de Lacey. Mais vous ne pas me dire que son combat est intéressant. Là. Non, je trouve qu'ils font bien la job. Autant Baron Corbin que Lacey Evans, c'est pas les méchants dont on va se rappeler dans 25 ans là, quand on va faire des listes des meilleurs lutteurs de l'histoire, mais présentement, je n'ai pas vu le contexte. J'accepte. Ils sont capables d'aller chercher du hit. Ils sont capables de créer. Baron, je peux te donner raison. Quoique là, il y a des reports de plus en plus que quand tu es en direct dans les soirées, tu te rends compte que c'est pas du bon hit. Les gens veulent pas le voir, Baron Corbin. Il y a cette espèce de relan-là du on t'a eu pas parce qu'il faut te huer parce que t'es le pas fin, là, on t'a eu parce qu'on en a plein notre casse. C'est du go-away hit, là. C'est du expect hit. Donc, ils ont. Je pense qu'ils l'ont juste trop poussé la note. Ça fait. Quand on prend le recul, là, il y a eu son époque de GM par intérim. Ça fait quasiment 1 an et demi que Baron Corbin est l'antagoniste principal de Raw. Ça commence à faire un pas pire de bout. Ouais, mais en même temps, des fois, on va se plaindre que la WWE n'est pas capable de construire des nouvelles vedettes, des nouveaux personnages. Là, visiblement, mais ils mettent quand même de l'énergie dans ce cas-là. Moi, je me dis, tant qu'à y être, continuer puis essayer de l'établir pour les prochaines années. Je mets de l'énergie à poser des tablettes chez nous. Je suis pas plus capable. Là, ils tombent. Peu importe l'énergie que je mets dessus. Hey, parle-moi de ça, un argument marteau. Toi. Je fais l'action de poser des tablettes. Marteau. Poser des tablettes. Écoute, c'était merveilleux, ça. Tout est dans tout. On passe à autre chose? Okay. Kevin Owens et Sami Zayn ont battu Big E, Xavier Woods. C'était le fun. C'était le fun, c'était un bon match. Puis si Kevin et Sami sont pour rien faire dans les hautes cartes, autant moi qu'ils établissent là, réellement comme une équipe, puis qu'ils emmènent dans la division par équipe, moi, j'ai pas de
problème avec ça. Pas à de la limite, problème. là. On C'est n'est pas dans la même émission, mais... Ça, Qu'est-ce que ben, ça ça, change? mais là, ça vaut plus rien, c'est ça, terminé, ça vaut plus C'est ça. rien. là. Il n'y en a plus de brand split. Là. C'est juste curieux quand même que justement, tu as Kevin et Sami qui ont la victoire dimanche soir à Stomping Grounds. Et dès le lendemain à Raw, on présente New Day, donc ceux qui ont perdu contre Kevin et Sami, comme étant les aspirants obligatoires au titre de SmackDown. C'est ça? C'est ça. De SmackDown. Donc là, il y avait un petit peu... Ça défiait un petit peu la Ouais, logique. mais ça, parce c'est que un les thème gars sont- récurrent post-Stomping Ground. Là. Comme quasiment tous les nouveaux aspirants au titre ont soit perdu le titre à Stomping Ground ou un combat récemment. Tu as Samoa Joe qui a été propulsé en championnat du monde. Inversement, Ricochet perd son premier combat après avoir remporté le championnat. Il me semble qu'il y en a un autre là, que c'était comme... mais Tu sais, que ça sautait du coq à l'âne du « Ah, on a pas besoin de le mettre là, lui. » Fait que fallait perdre là, puis pitch-le là après. tu sais. Mais là, tu mélanges, tu prends plein d'affaires individuellement que tu mets ensemble, puis je suis pas sûr que c'est fair pour tout ça. Parce que là, Ricochet, oui, il a perdu son premier match après avoir remporté le championnat des États-Unis contre Samoa Joe. Il a perdu contre AJ Styles en main event de Raw. Dans un solide match. C'est pas un step down, c'est pas un... Ben oui, c'est un step down. C'est quoi le message que t'envoies? C'est comme... Ben, le message que c'est Jay t'envoies, fucking Styles. On s'entorche quand même que c'est Hulk Hogan. Tu sais, tu viens de gagner ton premier championnat à la WWE. Ton premier match, tu t'en vas le perdre clean. Fait que le message que t'envoies à ton monde, c'est que it's beneath AJ Styles. Donc, t'établis clairement un palier où Ricochet Ben, je suis est pas là. d'accord. Ben, OK. Il y a plusieurs choses par rapport à ça. Il paraît bien, de dire il est en dessous de AJ Styles, si on garde en tête la hiérarchie des ceintures, le championnat des États-Unis est quand même censé être moins prestigieux ou, comme disons, être mis sur des lutteurs qui sont en bas du niveau des champions du monde. AJ Styles, dans l'esprit de tout le monde, ça demeure un champion du monde. Puis aussi, le fait que AJ Styles l'emporte dans un match qui n'a pas du tout mal fait paraître Ricochet, ben ça nous annonce que ça va être le programme des prochains mois. Puis, tu sais, normalement, comment ça fonctionne le booking, c'est que pour quelqu'un puisse avoir droit de se battre pour une ceinture, ben il doit le mériter. Là, AJ Styles a prouvé qu'il méritait de se battre contre Ricochet, mais j'ai l'impression qu'à partir de maintenant, ben Ricochet va quand même sortir victorieux des prochains affrontements. C'est juste c'est le point de départ, en fait, de leur histoire. Puis, vas-y. Mais ça a toujours été un booking de merde, de faire perdre le champion quand le titre n'est pas en jeu pour construire une rivalité. Je comprends, mais c'est quand même la réalité maintenant. C'est avec le 50-50 booking, il n'y en a plus de lutteurs qui ne perdent pas. Tu sais, je veux dire, même Roman Reigns qui perd pas souvent vient d'en dropper 2 à Shane. Tu sais. Fait que, tu sais, ça arrive. Il n'y en a plus des. Tu sais, Stone Cold ne perdait pas, on s'entend? Stone Cold ne perdait jamais. pas qu'à part s'il droppait la belt ou. Là, on book différemment. Est-ce que c'est bien ou pas? Je sais pas, mais Ben, on book mal. faut l'accepter comme réalité. Puis là, Oui, mais c'est pas parce que c'est la réalité qu'on Ricochet peut perd pas ne pas rien. être critique. Ben oui, il perd beaucoup, là. Parce que, tu sais, à la limite, là, si tu veux établir une hiérarchie qu'AJ Styles est en haut de Ricochet, t'es fait pas se croiser. T'as assez de lutteurs dans ton roster pour te dire, OK, fine, je suis pas prête dans mon booking à faire perdre AJ Styles. Ben, je vais lui donner des combats qu'il va gagner sans ralentir mon nouveau champion. Surtout quand, là, même soir ou le lendemain, Samoa Joe s'en va attaquer le champion du monde. Donc, il établit lui aussi le message du « Ah, c'est en dessous de moi cette affaire-là, fuck off, je m'en vais au championnat du monde direct. » Donc, non seulement, tu sais, oui, Ricochet, il paraît bien, c'était un bon combat, c'était le fun, mais tu sais, tu viens de se donner la ceinture, puis comme « T'es buddy, retourne dans les Pee-Wee, tu vas être le meilleur scoreur, ça va être malade. » J'aime pas ça, ce booking-là. Tu nuis à ton champion. AJ Styles gagne sweet fuck all. Il est déjà établi, donc qu'il batte ça ou Jinder Mahal à Raw, pour lui, ça n'a aucune différence à part que le combat va être meilleur. Tu fais juste nuire à Ricochet. Puis là, après ça, moi, mettons que c'est ton combat Extreme Rules. Comme, il l'a déjà battu, AJ Styles. Pourquoi je regarderais ça? Il est où mon intérêt? Il a battu clean. Ben parce que c'est Non fucking interférence. Ricochet contre AJ Styles, ça va être comme de la lutte de Ben, feu. construis-moi-les pendant un mois avec Ben, des c'est combats ça qu'ils pareils. viennent de commencer de faire. Ils l'ont pas construit, ils l'ont mis, ils ont fait le château de cartes, ils ont collé une pichenote dedans. Je pense que c'est la première fois qu'on va se battre au petit paquet. Ah ouais, c'est... Ben non, mais tu sais, tu fais des combats par équipe, t'es fait graviter un autour de l'autre. J'ai pas de problème Tu sais, avec tu ça. fais un Ricochet avec un partner contre Styles pas un partner, tes fesses croisées, tu fais pas ton payout tout de suite en partant. Il est là, le combat, il est brûlé. Là. Je l'ai déjà vu. Pourquoi je veux le revoir? Je sais déjà c'est quoi le résultat.
Tu sais, c'est ça que j'aime pas de cette affaire-là. T'enlèves la spécificité de la chose. C'est vrai que le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième affrontement entre Okada et Omega, il était plate, on l'avait déjà vu. Il était espacé de 6 mois à chaque asti de fois, mais je peux te relancer avec AJ Styles Nakamura. On l'a vu combien de fois? 42? Ça a toujours été comme parce que il n'y a eu aucun. Il n'y a plus de wow. Mais Jamais. déjà, AJ Styles Nakamura à WWE a jamais, dans mon souvenir, été aussi bon que le match qu'on a eu entre Ricochet et AJ Styles cette semaine. Ça, là, je vous le donne 100%. Là. Super de bon combat. Là. Le point est absolument pas là. Ça revient au même point de les gens qui étaient fâchés à l'époque que Goldberg-Hogan, ça avait été donné à Nitro à 3 jours d'avis. Alors que tu aurais pu remplir un stade de football avec ce combat-là. Tu sais, c'est ça l'argument. C'est qu'on pense rating. À ce moment-là, ils ont fait ça parce qu'ils voulaient battre Raw dans les ratings. Des ratings de pisse. Puis là, on fait ça parce que les ratings à la I sont en baisse. Puis on se dit qu'en annonçant Ricochet contre AJ Styles comme main event de Rock, on va peut-être être capable de garder des globules oculaires sur le produit. Aussi, je ne sais pas si on s'attendait à avoir des changements absolument immédiats dans les ratings. Là, ça faisait plusieurs semaines que Raw n'était pas bon. Donc, c'est normal que les spectateurs, la semaine après avoir été déçus, il n'y ait pas la volonté de revenir. Sauf que là, on vient d'avoir peut-être le meilleur Raw du dernier mois, des derniers 2 mois. Moi, je l'ai trouvé le fun. Non, c'était bon. Puis justement, là, ça m'a redonné confiance. Fait que là, j'imagine que là, sur Internet, etc., le bouche à oreille va se faire aller. Les gens vont dire, finalement, Raw, faut pas trop abandonner. La semaine passée, c'était bon. Puis là, peut-être la semaine prochaine, on va commencer à voir les effets de ça. T'sais. Mais le pacing du Raw était bon, était différent des autres parce que justement, c'était pas de la redite, c'était nouveau. Justement, avoir comme main event AJ Styles contre Ricochet, jamais j'aurais pensé voir ça récemment. Le pacing était effectivement mieux. Ton haut de carte reste absolument épouvantable. Là. Donc ça, les gens vont le retenir. Puis... Tu parles-tu du championnat 24-7 pendant le haut de carte? Ah non, le haut de carte, non, ça c'est le bas de carte. Okay, ouais, non, c'est... Le haut et le bas et le bas et le haut. Non, je parlerai jamais du 24-7. Oui, on va en parler d'abord, moi puis Mathieu, parce que là, Drake Maverick, là, il faut y donner que il est un des top comedy wrestlers des dernières années. Ce qu'il avait fait dans le temps à Impact avec EC3, c'était super bonne qualité. Puis là, ce qu'il a fait, puis il est là parce que lui s'est mis à filmer des vidéos. Il les a comme forcés à l'intégrer dans les histoires. Puis là, à son mariage, ils ont fait la vraie cérémonie. Après ça, ils en ont refait une deuxième pour filmer la perte du titre. On mélange tout ça au travers des histoires. Puis là, Drake Maverick, que là, sa femme veut pas consommer le mariage. Puis c'est fucking drôle. Oui, on a besoin de ça à Raw, puis à SmackDown aussi, pour rajouter quelque chose de différent. Puis en plus, si tu vas voir sur YouTube, c'est un hit, là, ces capsules-là. La quantité de visionnement, là, je dis pas que ça bat tout qu'est-ce que Brock Lesnar fait, etc. Mais quand même, là, si tu mets comme tout bout à bout les segments du championnat 24-7, c'est plusieurs millions de visionnements. Avec la compagnie, c'est sûr qu'elle va continuer d'encourager ça. Et on sait à quel point c'est important pour eux, les réseaux sociaux. Puis, c'est le fun parce que justement, de ce qu'on entend, c'est de tout Raw et SmackDown, l'histoire ou la scène qui permet aux lutteurs d'avoir du input personnel. Les histoires viennent pas d'en haut, les histoires viennent d'en bas, puis je trouve que ça paraît parce que c'est innovant. C'est pas 100% innovant. Je sais que toi, tu trouves pas ça innovant, tu trouves ça degré zéro de l'humour, mais en tout cas, ça fait changement sur à quoi on était habitué au cours des dernières années. Puis moi, je trouve ça divertissant. Puis je trouve pas qu'on insiste trop. C'est comme un 5-10 minutes max sur un 3 heures. C'est bien correct. C'est drôle. Moi, je ris. Ouais, moi, je me dis, si tu fais quelque chose pour les médias sociaux, fais-les pour les médias sociaux, puis sac-nous patience avec ça ailleurs. T'es mort en dedans. Mais je dis pas qu'il est pas drôle, là, Rockstar Spud, là. Je dis juste que c'est pas de la bonne TV. OK. Daniel Bryan puis Rowan qui défendent les ceintures de SmackDown, ça, pas grand-chose à dire là-dessus. Mais il y a quelque chose à dire sur ça. L'outfit d'Heavy Missionary, c'est bizarre. OK, outfit, mais
je sais pas, depuis le début, surtout là, dans le roster principal, on a l'impression que Heavy Machinery sont là, sont là de passage seulement. On disait Tucker dans 1 an, il sera plus à la carte, puis tu vas avoir juste Otis qui va être à main event, tout truc du genre. Mais je trouve que ce match-là les a surprenamment fait bien paraître. Oui. Surtout Tucker qui va faire des moonsaults du haut de la 3e corde, qui se pitch à l'extérieur du ring. On leur a donné le temps de se battre. Oui, il y avait encore leur espèce de shtick de comédie, mais qui fait partie de l'ADN de l'équipe. Cela dit, j'ai l'impression qu'avant ce match-là, je les considérais juste comme étant une équipe qui est là pour faire rire dans des matchs de 2 minutes. Et après ce match-là, ben, j'accepte de les voir un petit peu plus dans les matchs avec des enjeux. Puis le shtick de comédie, je pense qu'il faut l'accepter parce que c'est ça qui va leur permettre de durer, entre guillemets. C'est que là, les gens, quand on était à Raw à Montréal, quand ils ont lutté en... C'était en pre-show, mais les deux soirs. Les deux soirs, il y avait une bonne réaction. Puis les deux soirs, on était comme... de Otis lève ça le fait monde. que, tu sais, finalement, ils ont peut-être un futur. Je suis entièrement d'accord avec ton point. Tu sais, vous voulez un exemple, Comedy Wrestling can be fun. En v'là un, mais il y a le mot wrestling dans Comedy Wrestling. C'est ça, 24/7, c'est juste détombé. C'est ça. C'est ça la différence entre le degré zéro de l'humour et avoir du fun à la lutte. OK, je vais te donner ton point. Ça, c'est du quality comedy wrestling. 24/7, c'est du quality comedy sports entertainment. Puis c'est que toi, t'aimes pas ça. Personne n'aime ça. Mais on est 2 contre 1. Je veux dire, les gens qui écoutent la I en général, je veux dire, le produit de la I, c'est ça, c'est quasiment plus un produit de lutte. C'est Adam Sandler on Netflix level de comédie. Là. Hey, apparemment, il est bon le nouveau Sandler. Ça n'existe pas un bon nouveau Sandler depuis 10 ans. Apparemment, il est pas pire. C'est fini ce temps-là. Là. Attention. Ça me donne le goût de réécouter Billy Madison. Les straight to Netflix d'Adam Sandler, là, c'est juste pour prendre le chèque. On enchaîne. OK. Bayley qui bat Alexa Bliss avec Nikki Cross. Je trouve ça le fun, tout ce qu'ils font avec ça. Là, il y a ça. Là, elle s'en va battre Bayley pour donner une autre opportunité à Alexa. Fait, tout ça est comme wrapped, puis éventuellement, Nikki va juste pouvoir que se rendre compte que ça fait pas de sens, cette association-là. Puis quand ça va péter avec Alexa, ça va être cool. Puis la belle continuité dans le personnage d'Alexa Bliss, qui a toujours été une manipulatrice. Exactement. On continue de jouer cette carte-là, mais en racontant pas exactement les mêmes histoires qu'avec Nia Jax, par exemple. Donc non, c'est bien. Puis tu sais, on peut être un petit peu mi-figue, mi-raisin par rapport à l'état actuel du personnage de Nikki Cross, justement, mais pour l'instant, ça va. Ouais. Honnêtement, je pense que c'est la... J'ai peur qu'elle soit le dindon de la farce de cette histoire-là. Oui, mais je pense que c'est la meilleure, entre guillemets, version qu'on peut avoir à la I. Ouais, peut-être. Parce que le personnage cool, la version extrême de Nikki Cross de NXT, on le sait, c'est pas que ça marche pas, c'est que Vince mettra pas ça à TV, à Raw et à SmackDown. Parce que là, si on est capable de pas avec les messieurs, si on est capable de pas la détruire complètement, puis que bon, on l'établit comme étant awkward, trop trusting, mais un peu crazy. Puis c'est comme son personnage, mais avec le dial qui est ramené à 7 au lieu d'être à 11. Puis c'est comme, OK, let's see where it goes. Ça fait un beau petit moment, je pensais à SmackDown après son match où elle s'élève vraiment heureuse. Puis elle va à la table des commentateurs, puis elle demande aux commentateurs d'appeler Nikki pour. Non, pas d'appeler Nikki, d'appeler Alexa pour lui dire qu'elle a gagné. C'était quelque chose aussi de différent. Donc bravo. Ça a contribué à la mettre over un peu. Ouais. Kofi qui bat Dolph dans une cage. Bon, match honnête, là. Encore là, tu sais. Là, on embarque dans la question du le gars, il perd le dimanche, 2 jours après, il veut rester dans le title picture, mais là, on l'a enlevé. Là. Je pense que c'est la fin. Là. Le match de dimanche était correct. J'en garde pas de souvenirs impérissables. Bon, la fin était un peu nouvelle. Lance Storm sur Twitter a comme levé un point intéressant. Il y a quelqu'un qui avait passé un commentaire, puis il a dit ça a longtemps été une cage. C'était 2 hommes entrent à l'intérieur, sont pognés dedans, puis il y en a juste un qui est capable de ressortir debout. Puis il dit, puis ça peut marcher, puis ça peut être bien fait, mais de plus en plus, à la I, c'est que ça devient qui va
s'échapper de la cage et non pas qui va être le seul debout à être capable de sortir de la cage. Fait qu'il va peut-être falloir repenser comment on bâtit les combats de cage à la WWE. C'est comme, tu sais, quand on en regardait dans le temps, on se disait que non, vous êtes bien niaiseux, prenez la porte, vierge, être à côté, au lieu de faire le grand tour par en haut. Tu sais, quand Hulk Hogan montait, c'était périlleux, là, comme ça, il prenait du temps. Puis l'autre comprend pourquoi il ne devrait pas avoir de porte. C'est comme pas du bon storytelling, puis c'était télégraphié. Tu vois qu'ils l'ont installé une couple de fois. C'était ça qui était prévu, puis on dirait que c'était dans le fond de leur tête. OK, c'est là qu'il faut aller le faire. Puis c'est comme, ouais, mais vous avez comme trop passé de temps sur qui va sortir plus vite de la porte au lieu de nous donner quelque chose de le fun. Ouais. Fait que c'était ça. Il est cool le finish, mais c'est comme essayer... Comment je dirais, c'est passer par le lac pour se rendre à Québec quand t'as pas besoin de faire ce détour-là. Tu peux juste... y aller direct. Les laisser aller all-in à l'intérieur de la cage, puis t'as pas besoin de bâtir une fin. En tout cas. Ben, ça fait aussi qu'un match gimmick comme ça laisse moins de place à la vraie lutte. Là. Tu fais juste assez de. Les lutteurs font juste assez de trouver des stratégies pour s'échapper. Cela dit, quand 2 jours après, là, ils annoncent un deuxième dans match à SmackDown, 2 de 3, je suis comme encore, voyons donc. Cela dit, ça a été, je crois, de tous les affrontements entre Kofi Kingston et Dolph Ziggler, le meilleur. Surtout le 3e tombé, là, qu'on a pris le temps de davantage développer. Et j'ai l'impression que, bon, en fait, c'est pas une impression, c'est sûr que c'est la fin de la rivalité entre les deux. C'est le champ du signe. Cela dit, j'ai l'impression qu'on leur a dit, ben là, regarde, peut-être que les derniers matchs, vous aviez justement des gimmicks à respecter. Là, gâtez-vous, faites de la vraie lutte. T'sais, les deux, c'est des lutteurs qui sont bons pour être rapides, pour être athlétiques, c'est des bons techniciens. Et là, ils nous ont donné, ils nous ont montré l'étendue de leur talent. Donc, bravo pour ça. Je suis pas déçu que ce soit fini parce qu'en bout de ligne, c'est un peu plate d'un point de vue des histoires, mais la lutte c'était un bouche-trou. C'était un fun bouche-trou, mais c'était un bouche-trou pareil. Là, on arrive au top. Je pensais que tu venais de roter. Le meilleur de Raw. Le meilleur de la WWE. Reigns contre Shane. Non, c'était contre Drew ou c'était contre Shane? C'était contre Drew. C'était contre Drew. Bon, ça montre comment... Ça change rien. Fait que là, Roman gagne dimanche. Ça, on s'entorche. Lundi, on est encore en train de faire la même affaire. On est en handicap, on est en train de sacrer une volée, puis c'est la même chose qui arrive depuis 3 mois. Puis là, gong! Ouais. Je pensais pas réentendre ça aussitôt. Hein? Ben, moi, je vais te laisser blaster ça, puis après ça, je vais contre-argumenter. C'est le piton de panique, first. Undertaker, il paraît plus bien. La seule affaire qui reste, c'est son entrée. Ça, je vais toujours être d'accord. À la télé, ça look. L'effet de surprise est toujours là. Mais là, au final, ce que tu essaies de me vendre, là, c'est l'Undertaker, 200 ans, qui fait des chokeslams à Shane McMahon, 150 ans. Ni un ni l'autre est capable de plier les genoux puis le dos. Puis là, il faut que tu essaies de me convaincre que c'est du divertissement sportif. Tout ça, je suis comme... T'as une route, là. T'as une grosse côte en gravelle à monter avant que je sois un peu intéressé. Là. Moi, je trouve que on a passé le point du diminishing return au niveau de l'Undertaker. C'est-à-dire que... Comment tu dis ça? Sa carrière, son image... Ça a été gâché. C'est fait. Oh, ça. C'est fait. Ça peut pas... Quand il en rajoute, ça peut pas être pire. Fait que là, qu'on utilise l'Undertaker... Vous me ferez pas à croire que, mettons que tu es en train de juste d'écouter, de lire un livre en écoutant Raw, là, quand tu entends le gong, tu prends ton livre, tu le mets là, puis tu vas regarder ta télé. Ouais, mais c'est le seul effet que tu vas avoir. Tout le reste, je m'en torche. Ben non, parce que là, on va arriver à un pay-per-view, on va le protéger à l'intérieur d'un match par équipe avec 2 bons workers, puis dans chaque équipe, un non-worker dans chaque équipe, même si Shane n'est pas un non-worker, même si on voudrait qu'il soit. En tout cas, il est un lutteur actif à WWE, il est le best in the world. Fait que... ils se sont fait piéger avec ça. Au début, ma réaction initiale, c'était, tu vas-tu vraiment mettre l'Undertaker... Ah ouais, juste dans un combat tag team, puis en même temps, c'est comme, non, c'est correct, ça va le protéger. Tu sais, je veux dire, ça fait pas de sens. Non, pourquoi il vient sens, backer Reigns, pourquoi il vient attaquer. Ça fait pas de sens. Mais rendu là, je peux pas dire que je suis pas intéressé. C'est le combat de l'Undertaker qui m'intéresse le plus depuis. Mais c'est le seul qui est pas en Arabie depuis 1 an et demi. Il y a ça, c'est sûr que ça joue.
on ne sait pas exactement là, quelle a été la réflexion qui a mené à l'arrivée de Taker ce lundi à Raw. Mais il y a une partie de moi quand même. Je me dis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, on a vu l'expression dans le visage de Taker à la fin de son match contre Goldberg. Il avait l'air en tabarouette. Oui. On s'entend, il n'était pas de bonne humeur. Puis, c'est sûr que ce gars-là, c'est une légende. Il a quand même de l'orgueil. C'est sûr qu'il ne voulait pas laisser cette image-là de lui. Il a fait des mauvais matchs dans les dernières années, mais jamais aussi catastrophique que celui en Arabie Saoudite. Donc là, j'ai l'impression que ça pourrait peut-être même venir de Taker lui-même pour dire, regarde, là, c'était la catastrophe le mois passé. Assez de trouver quelque chose pour au moins redorer mon blason. Je suis prêt à retourner dans le ring comme dès maintenant. Et là, justement, cette stratégie-là, tag team. Puis en plus, tag team, on l'avait vu, ça c'était comme le 25 ans là, de Taker à Survivor Series. Il était en équipe avec Kane. Oui, c'est un tag team, mais c'était comme deux vieux lutteurs. C'était deux lutteurs passés leur prime. Il n'y avait aucun des deux qui était capable justement de compenser pour l'autre, tandis que là, Roman Reigns, lui, ça reste quand même de guy. Taker et Shane vont être là pour faire des spots, puis c'est correct. Ils peuvent plus tenir, tu le sais, ils peuvent plus tenir un 12 tout seul. Mais là, mon point est que le Taker a de la misère à faire ses spots. Là. Ces 3 derniers combats, il nous a montré qu'il a de la misère à faire ses spots. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas de preuve concrète qui est capable. Quand tu es avec Goldberg, quand tu passes ton temps à lutter avec la Ligue du Vieux Poil, c'est pas évident non plus. Ouais, c'est sûr. Laissons-y cette chance-là d'un peu de se redeemer, de se. Comme tu dis, je pense que. Il y a le match contre Goldberg de travers dans la gorge. Ça, oui, ça a l'air qu'il aurait choisi lui-même Drew McIntyre comme quelqu'un avec qui il voulait travailler. Tant mieux, c'est un bel signe de confiance. Le look, comme il est très old school dans son look, Drew McIntyre. Ça, à la limite, ça peut être une motivation, peut-être une volonté de le faire bien paraître. Moi, mon point, c'est est-tu capable de le faire bien paraître? Je suis pas sûr. Et puis écoute, parce qu'on a vu Reigns Taker un contre l'autre, personne ne va dire que c'était vraiment bon. Là. C'était ce que c'était. Puis ça fait déjà 3 ans. Oui, je pense que oui. Ça va pas en s'améliorant, l'Undertaker. C'est moi, je trouve que dans tout le nonsense que la WWE nous donne à toutes les semaines, c'est loin d'être le pire qu'ils nous offrent. Moi, je peux vivre avec ça. Excuse-moi, t'allais dire? J'allais juste dire que j'aimerais, peut-être que c'est encore une fois de la pensée magique, mais j'aimerais que la fin de ce match-là, ça soit McIntyre qui est le dessus sur Undertaker. Ça protège Roman dans ça. Taker, en plus, s'il a choisi, comme tu le dis, Drew McIntyre comme adversaire, il doit avoir une certaine volonté de le mettre over. Ça, je pense que ça pourrait être bénéfique pour la plupart des parties. Ça t'amène à Shane Reigns à SummerSlam, qui semble être le plan depuis 3 mois. Là. Ils font juste étirer la sauce au possible. Puis ça donne la crédibilité à McIntyre pour pouvoir se vanter d'avoir battu. Là, il fait un peu pic-pic. C'est plate pour lui. Je l'aime bien. Je suis jaloux de le voir manger des surf and turf, là, mais... c'est son meilleur moment du dernier 2 semaines, c'est d'avoir donné une taloche à Heath Slater. Pas bien, là. Bon, grosse fin de semaine. Il y a plusieurs shows. Entre autres, 2 énormes shows. On commence vendredi. C'est Best in the World de Ring of Honor. Avec une coupe de matchs là, vraiment intéressant. En partant, là, Matt Taven, Jeff Cobb pour le championnat du monde. Jeff Cobb, il est à voir. On n'a pas eu de gros pay-per-view de la ROH depuis Madison Square Garden. C'est ça. Donc, on est là dans les histoires. Il y a bien des affaires qui ont changé à la télé. C'est comme dur de s'ajuster. Notamment Jeff Cobb, qui est plus champion TV de la ROH. Il est sorti des MSG, champion TV et champion Never Openweight. Il a perdu les 2 titres. Mais là, il pitch d'impact à Matt Taven. Donc, grosse défense de ceinture pour Matt Taven. C'est sa 2 ou 3e. Il l'a défendu contre PCO. Puis je suis pas sûr s'il l'a défendu une autre fois depuis PCO. Donc c'est encore tout frais, le règne de Matt Taven. Puis gros main event. Là, c'est qui le champion TV? Là, c'est le gros. Là, il est ça à la carte, c'est contre Bandido. Shane Taylor? Ouais. Ah oui, ok, ben oui. L'affaire qui a l'air d'un pan de mur. Là. Okay, bon. J'espère qu'il va la perdre. Il a de la misère à bouger. J'ai jamais compris Shane Taylor, mais il l'aime bien à Ring of Honor. Puis, il commençait à sortir des stats. Si Bandido gagnait, il serait le 2e lutteur masqué à gagner cette ceinture-là depuis El Generico. Donc, ça pourrait être fun. Puis Bandido est vraiment bon. Notre ami Pierre-Carl, notre ami PCO, qui, avec ses amis de Villain Enterprise,
qui vont défendre leur ceinture 3-6 contre contre Lifeblood. Fait que ça Ouais, va puis être intéressant Lifeblood aussi. sans Juice, ça a l'air que Juice Robinson ne reviendra pas à la Ring of Honor. Donc, on va continuer Lifeblood sans lui. Puis là, la capsule de la semaine de PCO, c'est qu'il a modifié les ceintures pour faire plaisir à Marty Scurll puis son buddy Brody. Bien hâte de voir ce qu'il a fait avec ces ceintures-là. Mais c'était ça le capsule. Il modifiait les titres. Puis il plantait des clous avec ses paumes de main. On va voir ça. Donc, intéressant à jeter un coup d'œil vendredi. Samedi, on a un autre événement là, de la All Elite qui est disponible gratuitement sur Bleacher Report Live. sur Bleacher Report Live. On n'a pas vérifié s'il fallait payer pour s'abonner à Bleacher Report Live. On n'a pas vérifié, mais si je ne me trompe pas, il va être sur Fight TV aussi au Canada. À moins d'erreur, il me semble que j'ai vu une pub sur Fight comme quoi il passait, puis s'il passe, eux autres, ça va être gratuit. Donc, puis encore là, c'est c'est une coupe de combat très intéressant. Cody contre Darby Allin, ça risque d'être le fun. The Elite contre les Lucha Brothers, puis un autre, Laredo Kid, je sais pas c'est qui là. Ouais, c'est le partner mystère qui a été dévoilé, ça va être le fun. Ça va être très le fun aussi. Moxley contre Janela. Intéressant. Page contre Avoc, contre Jungle Boy, contre MGF. À 4, ça va être de la bombe. Ça va être de la bombe. Là. Ça risque d'être mon combat favori. Oui, je pense que oui. Janela Moxley, là, dépendamment du niveau de crazy que Janela ça y tente d'aller. Oui. Si vous ne connaissez pas Joey Janela, puis vous l'avez juste vu dans le Royal Rumble de All Elite, vous n'avez pas vu grand-chose de Joey Janela, il est fou braque. Il n'y a pas de limite, Joey Janela. Comme s'il décide qu'il fait un stunt weird qui fait aucun sens, il va le faire, puis tu vas juste faire comme « Asti, tu te pas, Joey Janela? » Il y a un documentaire qui existe sur YouTube qui s'appelle « Please Don't Die ». C'est Joey Janela. Il n'y a aucun maudit bon sens, puis John Moxley, il n'est pas reconnu non plus pour être modéré dans ses affaires. Là, il est comme d'un mode qui veut prouver aussi qu'il est capable de suivre tout le monde. Là. J'ai un peu peur. J'ai comme... S'ils se mettent à sortir des tables puis des échelles, j'ai comme un des deux qui va repartir probablement sur le dos, puis... Janela, la première fois que j'ai entendu son nom, ma réaction, je pense que les fils étaient mal organisés dans mon cerveau. Je me suis dit, ah ouais, l'ancien partner de Shawn Michaels qui fait un retour dans le ring, comment ça les gens s'intéressent à lui? Et finalement, Janetti, Janela, c'est pas ça ressemble. C'était proche. Il y a une couple de cheveux des années 80. Bon. T'es proche. Bon. C'est Joey Janela. Puis là, on parle de ces deux compagnies-là, puis il y a des rumeurs qu'on pourrait peut-être voir éventuellement un de nos préférés se pointer, parce que là, Rousseff... on parle que là, il serait en train, lui, d'essayer d'attendre la fin de son contrat. Ouais, ben c'est ça, c'est que ça a l'air son contrat fini, incessamment sous peu, puis il a demandé comme un leave of absence en attendant. Puis ceux qui ne le savent pas, il n'y a pas de 6 mois de non-compétition si ton contrat expire. Ton contrat est fini. That's it. T'es libre de faire ce que tu veux. Comme Dean Ambrose. Comme Dean Ambrose, lui aussi, son contrat se terminait un peu après WrestleMania, puis après ça, il était libre de faire ce qu'il voulait. Rousseff se retrouvera un peu dans la même situation, mais là, reste à voir s'ils vont rajouter du temps pour compenser son leave of absence ou pas. Et si Rousseff va être un agent libre intéressant, moi, je pense que oui, mais tu sais, y a-tu des relations avec AEW? Ça, on le sait pas du tout. Mais ça sent le début de la fin pour Rousseff. Il n'y a pas l'air d'avoir de prolongation qui se trame. Parce que là, c'est ça, on voit un peu des deux. Là, on a vu récemment les Bennett, Maria, puis j'oublie son nom, Mike. Puis Mike ont re-signé. Jinder Mahal vient de re-signer. Tu sais, c'est ça, c'est différentes mentalités. Il y en a qui vont se dire, moi, je travaille à la WWE, c'est la plus grosse fédération au monde. Puis s'il m'offre un salaire qui est dur à rivaliser, merci, ailleurs, ben pourquoi s'en aller ailleurs? Pas sûr, par exemple, que un lutteur comme Jinder Mahal ferait saliver les fans de AEW. Donc, lui, il est à sa place à la WWE. Il fait une coupe de 100 000 par année. Vraiment, tout souvent de rester là. Mon spot est sûr. C'est un job steady. Puis t'en as d'autres qui ont faim, ou Rousseff, qui se fait une couple d'années qui n'est pas super satisfait de son booking, ben, pourrait aller tâter le terrain ailleurs. Et c'est un talent brut aussi. Fait que t'es comme, peut-être qu'ils vont le développer mieux. Moi, je serais curieux de voir Rousseff sur la scène indépendante. All Elite ou ailleurs, peu importe. Juste go out there, fais tes affaires, promène-toi. Sean Spears a fait un peu la même chose. Oui, il y a eu un combat All Elite. Il s'est booké des dates, puis là, il va revenir temps plein à All Elite. Tu sais, va juste te promener, va te découvrir un peu, voir ce que tu as à offrir. Puis je pense pas qu'il perdrait au change tant que ça côté monétaire, parce qu'il fait pas
c'est ça l'affaire. Tu sais, oui, c'est quelques 100 000 $. Mettons, un contrat du Rousseff doit faire du 400-500 par année. Il en ferait moins sur la scène indépendante, mais il ferait aussi moins de dates, il ferait aussi moins de voyages. Donc, tu sais, oui, tu peux ajuster ton coût de vie, puis là, tu passes mettons, de 500 à 150, mais avec des meilleures conditions. Ça pèse dans la balance éventuellement. C'est plus juste l'argent. Le C'est fait de ne rythme pas de être tout le vie, temps tu sais. sur la route, là, ça doit tellement faire une grosse Ouais. différence. Ben, tu sais, on l'a vu avec la vidéo de Big Cass que j'ai c'est partagée ça, sur j'ai la oublié, page. oui. Donc, tu sais, comment tu hypothèques ton bien-être quand tu es sur la route, quand tu es devant les gens, quand tu as le stress, la télé, les attentes. Mais Big Cass en est un exemple. Il a tilté, sa dépression a gagné, il s'est réfugié dans l'alcool, il s'est réfugié comme dans lui-même. Puis tu sais, au début, on s'est comme, oh, c'est un jeune cave qui fait des niaiseries, il s'est fait crisser dehors, Non. tant mieux pour lui. Là, Ben non, ça met en pas tant contexte pour lui, la là. situation. Puis Puis il est vraiment pas tout seul. C'est C'est sûr ça. et certain qu'il y en a plein d'autres, puis on le sait juste pas. allez écouter la vidéo, puis prenez les leçons aussi de Big Cass, Ouais, puis ouais. ayez pas peur d'aller Parlez-en. chercher de l'aide puis d'en parler si vous avez quelques problèmes que ce soit. Là, on est en 2019, là, puis mais y a plus la de santé, tabou, la là. santé mentale, là, c'est Ah non. aussi important que si je me mets à taper sur Ben non, Mathieu. c'est ça. Tu sais, tu te casses un C'est bras, aussi tu mets un important plâtre. que ça. Ben OK, oui, quand il y a on de la fait ça. violence physique. que si t'as mal physique, tu sais, je veux dire, Faites pas c'est- comme Mathieu, gardez pas ça en dedans. Là. Bon, bon. Qu'est-ce qui se passe? J'avais Genre, promis de la bataille tantôt au petit paquet. Hein, là, plein, là. plein de Ouais. batailles. Fait que, tu sais, c'est ça. Prenez soin de vous autres. Ouais. Puis ayez du fun. Puis, hey, un affaire de fun, c'est vrai, j'en ai parlé à Frank. Le dernier show de Progress qui vient d'être mis en Oui. ligne, le chapitre 89, ils ont fait un show hommage aux années 80. Ok. C'est malade. Ah ouais. Progress Tout- ont toujours des concepts. De temps en temps, ils ont des shows spéciales. Il y a le show d'unboxing dans le temps des fêtes où ils annoncent pas de cartes. Puis là, tout d'un coup, c'est des affaires un peu random puis qui peuvent arriver. Puis là, ce show-là, Ouais. ils sont allés all-in. là. Ouais, tu sais, tu regardes la carte, tu connais aucun nom. C'est comme, c'est qui ces gars-là? Là, tu te rends compte que c'est juste les lutteurs du poulain. du roster. Du roster qui ont changé de gimmick. Mhm. Donc, ils prennent des personnages hommages aux années 80, incluant Jim Smallman, qui est un des propriétaires qui anime les soirées, arrive en chemise hawaïenne avec une cigarette. Premier combat de la soirée, t'as un All-American Hero contre un communiste. Uh-huh. Là, tu te dis, OK. Mais là, le All-American Hero sort, c'est Ilya Dragunov avec un drapeau des États-Unis, qui vient de la Georgie, ou peu importe. Puis le Qui a une communiste... gimmick de russe, là, à la Ouais, base. puis le communiste, c'est Sugar Dunkerton, qui est un lutteur noir, normalement, qui a une gimmick funk dance avec un afro. Là, c'est le méchant communiste soviétique. Ah ouais, là, c'est... Puis c'est du comedy wrestling. Mais tu sais, la lutte est bonne quand même, mais ils sont toujours sur la ligne du comedy wrestling. Ils changent leurs manœuvres. Dragunov faisait des manœuvres comme Hulk Hogan. C'était... Tu sais, juste du fun. C'est-tu à Progress qui avait fait un gala comme quoi il y avait eu un glitch, puis les gimmicks étaient échangés. Pete Dunne avait la gimmick de Oui. Tyler Bate, puis Tyler Bate avait la gimmick de Pete Dunne, puis ils avaient échangé leur moveset. C'est le seul match que j'ai vu de cette carte-là, mais c'était comme à se rouler C'est à ça. terre. Une fois de temps en temps, là, ils s'amusent dans le même. Progress ne donne que des bons shows. C'est Ouais. pas compliqué. Là. C'est un produit vraiment à regarder si vous cherchez encore des alternatives à WWE. Ouais. Là, on parle souvent de New Japan. Là, All Elite s'en vient, Ring of Honor. Mais C'est- Progress, là, ouais. c'est... Puis il y a un truc non négligeable, quand vous êtes abonné à Progress, vous pouvez écouter Smash Wrestling oui, aussi il y a de plein Toronto. dans leur service de diffusion en ligne. Il y a beaucoup de stocks, dont Smash, Ouais. qui est ici au Qui Canada. est, dans le fond, si vous connaissez l'émission à Fight Network, c'est la même émission. C'est l'heure de télé qui passe à Fight Network, mais elle est disponible C'est ça. sur le portail. Puis c'est quoi, c'est 9, 12 piastres, quelque chose genre? C'est toi qui le payes, je sais plus. 10 piastres. C'est quelque chose du genre. Bref, tu sais, en plus, Smash, il y a des gars du Québec qui y vont. Le Matt ouais. Angel, il va. Les gars de TDT sont là de temps en temps. Des gars que vous voyez à FLQ, ils luttent beaucoup à Smash aussi, là, les Pillars. Donc, ça vous permet d'être un petit peu plus familier aussi avec notre produit local. Puis d'encourager le produit britannique qui est vraiment très, très fort. Donc, Exactement. Ça vaut la Puis, peine. puis vous pouvez aussi nous encourager en continuant de nous écouter à toutes les semaines, entre autres sur la plateforme iHeartRadio. Et on est aussi un peu partout. C'est Tim qui est là aujourd'hui, c'est pour ça qu'on est capable d'avoir le super. Guillaume n'est pas capable, mais Tim, avec Tim, ça marche. Même s'il plume. Oui, effectivement. Donc sur iHeartRadio, un peu partout, là, sur Android, on est partout. Sur ta tablette, dans ton toaster. Fait que Hey, pris dans ton toaster. continuez de
de nous écouter, là, qu'est-ce que tu veux de mieux que de prendre un peu de soleil avec une petite bière en écoutant le petit paquet dans tes oreilles? Ou sinon, vous irez dire bonjour à Mathieu dimanche à Battle War. Là, j'imagine qu'il va être là. Puis, Je mets de la pression. puis si vous le voyez, dis là, ça avance-tu ton livre là? Ouais, là, écrit là, qu'est-ce que tu fais là? Si tu fais ici, t'es supposé l'écrire chez C'est vous. ça. Ah ouais, go. Ça avance, ça s'en vient. Fait que merci d'avoir été là cette semaine tout le monde, puis on se revoit la semaine prochaine pour plus de petits paquets.